pour résumer, hélas, un séjour écourté, pour les motifs que vous savez. J'aimerais simplement vous dire que j'ai eu un doute avant de venir chez vous. Je l'ai dit à l'un de vos parlementaires, que je confirmerai mon voyage chez vous si j'avais de bonnes nouvelles de ma mère. J'en avais de bonnes nouvelles. J'en ai eu. Finalement, ces bonnes nouvelles n'étaient pas si bonnes que ça, donc elles étaient mal fondées. Donc j'apprends par le haut commissaire la mort de ma mère. Donc je dois repartir. En tout cas, malgré cette affaire familiale et personnelle, j'aimerais vous dire merci à tous, vraiment à tous, pour l'accueil que vous m'avez réservé. L'action politique, c'est jamais quelque chose de facile, c'est toujours clivant, mais vous étiez tous là. Le président Temarou était représenté, le président de l'Assemblée était là, M. Géros avec son gouvernement était là, donc je tiens à vous remercier. J'étais venu ici pour vous affirmer, vous réaffirmer si quand il était besoin, la présence et le soutien de l'État aux côtés de la Polynésie française. Je tenais à venir vous faire, c'est la raison pour laquelle on a un peu transformé le séjour en cet exercice-là auquel vous voulez bien participer. Ce matin, on a tenu à respecter la journée telle qu'elle avait été prévue. J'ai rencontré le président Géros, représentant le président Temarou, et j'ai eu une discussion également avec le président de l'Assemblée, M. Jackie Rollet. Je peux dire en leur présence, on n'a rien caché, on a tout évoqué, je crois, presque sur langue de bois, dans le respect de chacun, des convictions de chacun, des propositions de chacun, même si je n'ignore pas les attentes des uns et des autres. L'État, le gouvernement, le président de la République, Jean-Marc Ayrault, le Premier ministre, quelques autres membres du gouvernement, Laurent Fabius, aussi parce que le président Temarou l'a rencontré, nous n'ignorons pas les attentes ici ou là, sur beaucoup de registres, pas simplement sur une actualité récente, mais surtout sur la situation économique aujourd'hui, demain et après-demain, donc l'avenir. Donc on a évoqué ces questions-là. On a évoqué la démarche du président Temarou. J'ai rappelé la position du président de la République et j'ai rappelé aussi notre ouverture. J'avais reçu des parlementaires, vous êtes là, le sénateur Floss, des propositions, des discussions ont eu lieu dans mon bureau. Donc nous restons ouverts, nous entendons les uns et les autres. Et simplement, on n'a pas voulu aller plus avant, je le dis très clairement, il y a une échéance électorale, nous laissons les Polynésiens discuter entre eux. Malgré les compétences de l'État, le rôle de l'État, la mission de l'État, le devoir de l'État, nous respectons cela. Je le dis publiquement pour ne pas laisser croire que nous refusons des alliances qui ont été les nôtres, qui sont les nôtres, avec David. Pour autant, nous respectons des échéances. Voilà. J'ai bien lu un certain nombre de choses. Mais, nous respectons, et je crois que ça peut être compris. On avait à tisser ou à retisser ou à renouer un dialogue. J'avoue, et je le dis ici devant vous, sans vouloir vous blesser, ce dialogue-là était rompu. Je suis arrivé, nous sommes arrivés, ce gouvernement-là est en responsabilité depuis 8 mois, bientôt 9 mois, c'est ça, c'est pas un peu plus. Nous avons trouvé une situation bloquée. J'ai trouvé, moi, dans les cartons, un certain nombre de motivations de décision que je n'ai pas explicitées ici,
mais que nous n'avons pas voulu suivre. Je ne veux pas accuser ceux qui ne sont plus là, mais c'est une réalité historique. Et donc, nous avons décidé d'accompagner le pays, d'accompagner le pouvoir qui est en place, d'accompagner la population. Et donc, nous avons pu débloquer sur une somme qui avait été votée depuis 2011 dans la loi de finances. On l'avait assorti de conditions absolument difficiles. Nous avons débloqué une première tranche. Nous avons, je crois, à l'automne, c'était en octobre, après une réunion avec les membres du gouvernement conduit par M. Géros, on a estimé que les conditions étaient réunies pour débloquer le solde de 34 millions d'euros. Nous avons beaucoup fait avec le gouvernement, aussi opérer un retour des banques, et en particulier de l'AFD, avec un prêt de 40 millions, sur des modalités sur lesquelles il n'est pas nécessaire d'insister. Bon. Et donc, ça repart. De ce point de vue-là, nous sommes assez satisfaits sur comment vous appelez ça, l'ex-DGDE, on va appeler ça comme ça. Nous ferons tout. Nous avons déjà commencé pour alléger les procédures. Parce que nous estimons que rigidifier les choses, c'est ajouter de la crise à la crise. Et que 90 millions, c'est bien, 9 millions de TIC, c'est bien, 51 millions avec une avance de 10%, bon, et le reste sur facture acquittée, lorsque par ailleurs la collectivité a des problèmes et donc a du mal à se faire préfinancer par les banques, c'est ajouter des difficultés aux difficultés de la crise à la crise. Et donc nous cherchons les voies et les moyens, mais nous sommes d'accord sur le principe pour augmenter le taux d'avance. Et donc je le confirme ici, on va faire ça. Reste, c'est vrai, à voir comment le faire. Simplement augmenter en disant de 10%, on passe à 15, à 20, à 25, ou je ne sais pas combien. Bon, il y a là plus de subtilité, plus de précision apportée dans les modalités des avances. Donc, on fera ça. Je suis venu réaffirmer le soutien de l'État à la collectivité. Ce soutien passe par la relance de la commande publique. L'État va mettre 80 millions dans le centre pénitentiaire, dans le centre de détention de la Polynésie française. C'est un gros chantier. C'est un très gros chantier. Et on fera tout. Et tout à l'heure, je m'expliquerai, vous serez les premiers à le savoir, pour le secteur privé aussi. J'ai entendu les initiatives prises ici ou là. J'ai entendu les investisseurs venus de l'extérieur. J'ai entendu la reprise sur certains sites hôteliers. Et nous sommes très attentifs à ça, aux intentions, aux propositions, aux contractualisations, aux conventions à venir. Mais l'État d'ores et déjà prend ses responsabilités sur le centre pénitentiaire. Nous prenons nos responsabilités aussi sur les CRSD. Je vous confirme que même si vous êtes animé de quelque impatience, je peux entendre ça et comprendre ça. Nous ferons. Il n'y aura pas de discrimination entre ce qui se ferait en métropole et ce qui se ferait ici. Donc il y a des rétrocessions à l'euro symbolique, et puis à la clé, il y a des opérations de près de 6 millions d'euros, au moins pour déjà on fera ça. Donc, relancez ça. Je vous annonce, et c'est un scoop, puisque vous êtes les premiers à le savoir, puisque le Premier ministre m'a demandé de le communiquer, d'en faire une communication, j'allais presque dire une propagande, même si le mot est un peu connoté. Vous avez tous été informés que le Conseil constitutionnel, après pourtant un combat, j'allais presque dire homérique, a censuré le dispositif de défiscalisation, en tout cas en partie. La partie variable, les 4%, ont été censurés au motif
qu'il y aurait une limitation à la progressivité de l'impôt et une rupture de l'égalité devant l'impôt, les 4%. Bon. A posteriori, je me réjouis d'avoir maintenu contre vents et marées le différentiel 10 000 euros, 18 000 euros. Malgré cette censure partielle, mais importante, il reste encore un différentiel de 8 000 euros. C'est intéressant, c'est important. Immédiatement, le Premier ministre a fait une communication pour dire qu'il n'y aura pas d'euro, 1 euro d'économie fait sur le dos des Outre-mer. Et donc, nous prendrons les mesures appropriées pour compenser la perte qui sera infligée aux Outre-mer. Le président de la République, dans les vœux qu'il vous a adressés sous forme d'interview avec deux journalistes, a confirmé la chose de manière encore plus éclatante. Le Premier ministre a arbitré il y a quelques jours, avant que je ne vienne ici, m'a demandé de dire partout, et vous êtes les premiers à vous dire, vous pouvez, je dis ça spécifiquement pour le secteur privé, vous pouvez faire, je présente ça à ma manière, mais c'est ça, c'est l'esprit, comme s'il n'y avait pas eu censure. Vous présentez vos dossiers de défiscalisation, les dossiers qui devaient bénéficier de la défiscalisation, comme si les 4% existaient. On trouvera la compensation. En tout cas, tout ce qui concerne, par exemple, le logement social. Sur le secteur privé, il y aura une étude sur un mois pour préparer 2014. Et sur 2013, nous ne voulons pas que ce soit une année blanche. Et d'ailleurs, tous les dossiers déposés avant le 31 décembre 2012 seront financés, bien entendu, comme avant, avec 18 000 plus 4%. C'est pour l'année 2014, les dossiers déposés en 2013 qu'on a un problème. Déposer les dossiers comme s'il n'y avait pas eu censure. Et donc, dites ça à celles et à ceux qui vous présentent des dossiers. Nous n'aimerions pas voir le flux d'investissement diminuer et créer encore une crise encore plus forte, donc approfondir la crise. J'aimerais vous dire aussi, vous avez besoin de commandes publiques, j'ai fait inscrire, c'était assez exceptionnel, dans le budget des Outre-mer, un budget qui a bénéficié de la plus forte augmentation de tous les budgets de la nation, disons ça comme ça. Sur l'année 2013, mais aussi sur le quadriennal qui vient. C'est 13%, 12,9%. Et donc, c'est assez exceptionnel, bien entendu, selon la conjoncture, selon les hypothèses de croissance. Vous voyez que les choses sont difficiles. On est à 0,8, certains conjoncturistes disent 0, 0,1, 0,4. Bon, oui, il y aura du gel, il y aura du surgel, c'est une évidence. Mon budget, comme d'autres, participera à ce gel et à ce surgel. Ce sont des termes techniques. Mais au total, gel ou surgel, nous resterons toujours un peu au-dessous de l'étiage. Donc, c'est déjà ça. Nous avons décidé d'engager une sorte de politique de rattrapage en termes d'équipements structurants. La Polynésie française bénéficiera de cela. J'ai demandé, et le commissaire est là, mais le gouvernement est là, de nous faire tenir vos priorités. Alors, je ne vous cacherai pas, je dis ça partout dans les Outre-mer. Ça veut dire, je vous dis ici, les dossiers prioritaires de la Polynésie française seront examinés avec bienveillance, mais seront en concurrence avec d'autres dossiers. Sur ce volet-là, sur le FEI, sur le fonds exceptionnel d'investissement. J'aimerais aussi vous répéter ce que j'ai déjà eu à vous dire, pour des problèmes de trésorerie et de facilitation, disons ça comme ça, d'alléger le troisième instrument pour faciliter la réalisation de vos investissements. Sur le contrat de projet, je répète ce que j'ai déjà eu à dire et je l'ai dit à Mani. C'est comme ça qu'on dit, Mani, que nous sommes d'accord. Il faut trouver là aussi les modalités. Bon, la période est un peu compliquée pour vous, puisque vous êtes en renouvellement démocratique, mais à renouveler, à prolonger le contrat de projet d'une année. Cette année est une année charnière, donc de proroger pour une année et de commencer à discuter
pour un projet d'ailleurs qui va se caler sur le nouvel horizon de programmation 2014-2020. C'est le cas en métropole, c'est le cas en Europe, ce serait le cas pour vous. Donc on prendrait une année, cette année de prorogation, sous réserve de trouver les crédits complémentaires pour l'année, AE et CP, et de commencer à discuter sur 2014-2020. Ça nous permettrait peut-être dans l'horizon européen, le nouvel horizon français, eh bien de mutualiser ces crédits-là, le fait de les crédits nationaux, les crédits du pays. Bon. Et donc, on pourrait faire ça. Donc, vous verrez, il y a du travail. Le pays nous a demandé à revenir dans le financement du RSPF. Nous ne sommes pas opposés à ce principe-là. Ça relève, le président Giraudoux ne sera pas fâché si je dis ça, de la solidarité nationale. Et donc, s'il faut revenir, nous avons donc diligenté une étude pour comprendre de quoi il s'agit. Et donc, une mission IGAS, l'Inspection Générale des Affaires Sociales, viendra ici tenter de diagnostiquer un petit peu la réalité et voir comment vous aider. Même chose pour la réforme fiscale. Vous savez, l'État a accepté d'accompagner le pays. Il faudra de longs efforts. Ça a commencé. Les résultats commencent à être obtenus. Je sais bien, ça fera l'objet d'une campagne électorale, mais chacun est libre de ses appréciations. Mais moi, État, je constate qu'il y a des progrès, des efforts qui sont faits et qu'il faut les poursuivre. Et face aux efforts et aux engagements de l'État, qu'il tiendra. Le président de la République s'est engagé sur une plateforme, il les tiendra. On peut être impatient, il les tiendra. Bon. En contrepartie, on attend des efforts. Ils ont commencé, il faut les poursuivre dans la durée. C'est quoi? C'est premièrement une encore plus grande sincérité budgétaire. Des efforts sont faits. J'ai entendu ici ou là, et j'ai vu ça dans la presse, il y a des efforts à faire sur les amortissements, très bien. Et moi j'ai vu des admissions en valeur qui sont considérables pour la crédibilité budgétaire. Et je ne veux pas, moi, État, rester indifférent à ça. J'ai bien vu les engagements pris sur ce que vous appelez les satellites, les autres établissements. Et donc, sous réserve de ne pas octroyer les mêmes enveloppes, mais il y a un réel effort qui est fait. Deuxième grand volet sur le plan, comment vous appelez ça, le départ volontaire, il y a là des efforts qui ont déjà été faits, des engagements pris sur 2014-2015, c'est bien, reste à ne pas se dépouiller de ces cadres, et donc là aussi les modalités seront examinées, mais j'avoue que c'est fait. Il y aura ici ou là à éviter des effets d'aubaine, mais ce n'est pas la peine de rentrer dans les détails. Et puis vous avez un troisième volet qui est la cession d'actifs. La cession d'actifs, c'est dans le budget, c'était ambitieux. Vous avez allégé les procédures en passant par les appels d'offres un peu lourds, les procédures publiques. Vous passez par une procédure de mise en concurrence, de publicité préalable, de publication préalable. Très bien. Il y a quelques fondamentaux à respecter, mais c'est très bien. Bon, donc si c'est de nature à vous faire remplir et respecter un plan de cession ambitieux, on est conscient de ça. On est au courant des détails parce qu'on sait qu'il s'agit d'efforts complémentaires et d'efforts supplémentaires conséquents. Bon, donc les efforts sont faits. Nous attendons cela. Alors, en plus, je le dis ici, mais le président Giraudoux et tous les élus sont bien informés, il y a une réforme fiscale à engager. C'est peut-être le plus difficile. Aller par ça en pleine période électorale, c'est peut-être compliqué, mais c'est courageux. Il y a une réforme fiscale à engager. C'est une évidence. Alors, c'est peut-être pas le lieu de l'évoquer, mais au moins de ne pas oublier qu'il y a cela. Et pardonnez-moi de dire ça, j'espère ne pas choquer, quelle que soit la majorité qui sera là demain. Il faudra faire. Et donc, ensuite, il y a une attention particulière, mais ça relève d'un débat approfondi avec vous, la situation des communes.
la situation des communes, on a fait ce qu'il fallait faire pour le FIP, pour les avances. Il y a un contentieux, j'allais dire, d'interprétation qui est pendant devant le Conseil d'État. Nous attendons ce résultat, mais nous restons là ouverts et bienveillants pour voir comment améliorer les choses. Mais, je le dis, l'État reste ouvert sur la situation des communes et sur les réformes que vous voudrez engager. Nous pensons qu'il y a une nécessaire réforme à engager. Elle est de nature démocratique, mais ça vous appartient. Ensuite, il y a de nouvelles compétences qui arrivent pour les communes, il faut les financer, il faut accompagner. Et donc là, il y a manifestement des choses à voir. Et en termes de trésorerie, il y a des choses à voir. Sur la fonction publique territoriale, disons ça comme ça, vous dites communale, territoriale, on a enregistré avec quelque satisfaction la contribution faite ici ou là. Bon, très bien, mais au moment où nous parlons, les communes restent des collectivités de la République, de l'article 72, pas de l'article 74. Et donc l'État a aussi commencé le travail pour voir comment mettre au point, s'il le faut, un code, si je dis, des communes ou un code général des collectivités territoriales de la Polynésie française, et puis un code de la fonction publique. Donc il faut voir comment. Nous restons très ouverts sur ça et nous disons s'il y a une volonté politique affirmée, nous serons à vos côtés. J'ai été très heureux de poser la première pierre à Manilly pour les abris de survie, c'est comme ça que ça s'appelle. Il y a un vrai programme qui a été fait et il faut s'en féliciter. 14 abris de survie ont été faits. Je n'ignore pas qu'il en reste 15 qui attendent un financement. Eh bien, dans les projets prioritaires que vous pourrez présenter, l'État sera là aussi attentif. J'ai entendu la demande, je ne sais plus si c'est le président Drolet ou le président Géros, pour nous dire nous souhaiterions mettre en place un service de télémédecine. Compte tenu de votre caractère archipélique ou archipélagique, je comprends ça, c'est nécessaire. Il faudra l'accompagner d'un développement du câble ou du numérique ou du satellite, je ne sais pas comment faire, mais ça me paraît nécessaire. En tout cas pour les atolls les plus peuplés, vous ne pourrez pas faire des évacuations sanitaires, ça vous coûtera une fortune. Et donc, dans les Caraïbes, on parle déjà de ça. Pourtant, on n'a pas la même configuration géographique que vous et maritime que vous. Donc, ça me paraît une urgence. Et donc, là aussi, l'État vous envoie une mission d'assistance pour vous aider déjà à en avoir une intelligence plus précise pour, et peut-être demain passer convention avec vous. Enfin, pour ce qui concerne l'intercommunalité, nous avons demandé au haut-commissaire d'animer un groupe de réflexion pour faciliter ce travail-là avec l'ensemble des acteurs concernés. J'ai déjà parlé du CRSD. J'ajoute une chose qui n'a pas été dite, mais que je répète ici. Nous voulons tout faire pour inverser la courbe du chômage en France. Ici, comme ailleurs dans les Outre-mer, il y a du chômage. Il y a une procédure qui n'est pas applicable ici, c'est les emplois d'avenir. Mais Michel Sapin, le gouvernement le dit, s'il y a une contractualisation, une demande du pays, nous serions tout à fait ouverts pour voir comment faire ça. Je vous rappelle, c'est financé à 75% par l'État. Et que les jeunes ont des contrats à durée indéterminée, avec à la clé une formation. La Nouvelle-Calédonie était intéressée, nous a dit, le moment venu, nous introduirons une demande. Si vous introduisez une demande selon les modalités à voir, nous serons ouverts. Je le dis. Mais c'est la même chose pour la vie chère. Vous êtes compétents, ce n'est pas l'État. Mais pour ce qui nous concernait, là où on reste encore compétent, notamment sur la tarification bancaire, eh bien, on a suivi les demandes
du pays, les demandes portées par les parlementaires. Et il y a donc un plafonnement de la tarification bancaire. Le décret sortira, je l'espère, le plus tôt possible. Et je m'arrête en disant, le président de la République viendra ici. Je n'ai pas de date, mais il m'a demandé de lui faire une proposition. Ça fait longtemps que le président de la République n'est pas venu ici, il me semble. C'est ça, hein? Il y a des suggestions, et il n'hésitera pas à aborder ce que je n'ai pas encore abordé, le nucléaire. Nous n'avons pas peur d'évoquer ce problème-là. Le président, pendant sa campagne, a pris des engagements, mais nous voulons être clairs. Ce n'est pas des engagements démagogiques pour faire plaisir. Il y a des victimes, on les respecte. Il y a une loi, elle est ce qu'elle est, elle s'applique, avec les conséquences que vous savez. Il n'y a que 2 bénéficiaires polynésiens. Sur 728 demandes, 400 à peu près ont été examinés, 26 seulement, hélas, déposés par la Polynésie. Eh bien, au total, pour toute la France, 9 bénéficiaires, dont 2 Polynésiens. Alors, il faut s'interroger pourquoi 26 demandes sur 728. Est-ce que c'est une stratégie volontaire? Est-ce que c'est une insuffisance d'information? Est-ce qu'on attend une réforme de la loi? Elle est faite depuis 2010. Et donc tout à l'heure, ça fait bien 3 ans qu'elle est en application. C'était janvier 2010. Donc il y a 36 dossiers. Pardon. 36 dossiers, c'est peu. Ensuite, nous avions dit que nous élargirions le périmètre géographique et que nous étions prêts aussi à voir le périmètre des maladies admissibles, je veux dire éligibles. Bon, ça ne va pas régler le problème. Hein. Je vous le dis, moi je regarde ça, j'ai vu les propositions de loi déposées au Sénat ou à l'Assemblée nationale, hier et récemment. Je suis venu ici peu de temps avant, on l'avait demandé, vous l'aviez demandé aussi, la commission sur les, comment on dit ça, le secret des défenses sur les archives. Eh bien, on a levé le secret sur certaines archives. Et donc, ça c'est plus important que ce que j'entends pour bénéficier des jeunes. J'aurais beau vous dire toutes les maladies sont dedans, que j'élargis à toute la Polynésie, ce qui m'a paru un peu compliqué. Mais si vous n'avez pas la preuve qu'il y a un lien fort, presque, ouais, plus que la présomption qui serait de causalité, eh bien vous ne pourrez jamais prouver l'origine de la maladie. Domicilié et durablement exposé, voilà à peu près les 2 critères. Là, si on vous dit, mais prouvez-le, ben oui, il y avait quelque injustice à détenir des pièces qui ne vous étaient pas communiquées. Les victimes, désormais, pourront demander à consulter leur dossier personnel et, s'il le faut, le communiquer à la commission d'indemnisation, voire au tribunal. D'ailleurs, les avocats, comment s'appelle cette association la commission là les avocats ont déjà, sitôt la chose faite, dit, eh bien, nous consulterons et nous communiquerons ces pièces au tribunal. C'est très bien. Et là, peut-être que faire la preuve de la, comment on dit ça, de la contamination, je sais pas comment on dit ça, bon, serait plus facile. Voilà, je m'arrête là pour vous laisser me poser des questions et on me dit qu'on a 5 minutes. 3 minutes. On a 3 minutes. Voilà.